C'est toi, Sandrine, qui Voilà, va ça faire démarre. avancer avancer les C'est slides. moi-même, Jacques. Alors, donc, Démarre. nous allons démarrer. Alors, la première question à se poser est pourquoi aborder ce sujet? Vous connaissez tous l'actualité de la question qui est apparue il y a maintenant 2 ans ou 2 ans et demi ou 3 ans avec une augmentation extrêmement brutale des coûts des matériaux et des coûts de production d'une façon générale dans le bâtiment et les travaux publics. Donc cette question a pris une importance et une actualité tout à fait nouvelle. La question n'était pas nouvelle, mais elle a pris une actualité tout à fait particulière. Donc ça, c'est un premier point. Il semblerait qu'aujourd'hui, l'inflation ralentisse un tout petit peu sur ce terrain, mais nous aurons sûrement dans les mois et des années qui viennent à se reposer ce type de questions. Ça, c'est la première actualité factuelle, si j'ose dire. Une seconde actualité tient à ce que, dans ce domaine, on a observé ces derniers mois une évolution juridique extrêmement rapide, avec bon nombre de nouveaux textes et d'avis et de décisions du Conseil d'État en particulier qui ont assez largement transformé la question. Et ça aboutit, et c'est un point important pour toutes les entreprises, à une différenciation extrêmement nette et extrêmement nouvelle entre marché public et marché privé au regard de cette question de la possibilité de faire évoluer les prix, donc en phase d'exécution des marchés. Voilà donc l'actualité de la question, les contours de cette approche. Nous allons aborder le second slide, donc, merci, qui concerne le point de départ, c'est-à-dire de quoi parle-t-on sur cette question, et cela aussi bien en marché public qu'en marché privé. On part d'une notion dont vous avez toutes et tous entendu parler, qui est la notion d'intangibilité des prix. C'est-à-dire ce point a été rappelé de façon extrêmement claire dans une position et un avis de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie en juin 2022, suivant lequel les prix, en ce qui concerne les marchés publics, mais le principe est le même en ce qui concerne les marchés privés, sont réputés fermes et définitifs pour faire court, c'est l'expression dont vous avez tous entendu parler et qui concerne tout particulièrement les marchés forfaitaires, mais pas que. Et cette précision est reprise depuis un décret de 2018 de façon très claire dans un article du Code de la commande publique, qui est l'article R 2112-7, qui précise donc que les prix sont fermes et définitifs, sauf évidemment indication contraire à l'intérieur même des clauses contractuelles. Ce qui veut donc dire, et la direction des affaires juridiques l'avait très clairement énoncé, que normalement, il ne peut pas y avoir de modification des prix qui puisse intervenir en phase d'exécution, même avec l'accord de la maîtrise d'ouvrage. Nous sommes bien d'accord. C'est là la question qui était fondamentale. Peut-on faire évoluer les prix? La réponse était normalement non. Alors, il faut bien comprendre que cela ne concerne pas l'évolution d'un prix global d'un marché qui pourrait être la conséquence directe d'une contrainte technique d'exécution telle qu'un sol absolument pas compatible avec ce qui était prévu, etc., etc. Mais ça, c'est tout à fait traité. La question qui se pose dans notre séance d'aujourd'hui, c'est de savoir si on peut faire évoluer les prix en dehors de toute contrainte due aux conditions techniques d'exécution, c'est-à-dire due à une évolution des coûts. La réponse était clairement non, sauf la théorie de l'imprévision dont nous allons parler. Ce qui aboutissait à une idée très claire pour les marchés publics comme pour les marchés privés, que par exemple, si la révision des prix à l'intérieur d'un marché n'était pas prévue, eh bien, il n'était pas possible de l'introduire par voie d'avenant. Voilà la conséquence très claire qu'avait tirée la direction des affaires juridiques de cette notion, qui est la notion de base, que l'on retrouve encore une fois aussi bien en marché public qu'en marché privé, qui est la notion d'intangibilité des prix, qui se résume à une idée relativement très simple, c'est-à-dire dans un marché de bâtiments et travaux publics, ce qui nous occupe aujourd'hui, eh bien, le constructeur est tenu d'exécuter, de réaliser l'ouvrage tel que prévu au marché et
au prix prévu au marché. C'est le principe de base sur lequel était restée incontestablement la direction des affaires juridiques en juin 2022. Nous allons voir maintenant qu'il y avait de toute façon une exception à cela, et une exception qui est très importante et sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure de façon plus détaillée, qui est la théorie de l'imprévision. Alors, nous avons donc une base qui est l'intangibilité des prix, et une exception automatique qui est la théorie de l'imprévision. Alors, c'est quoi la théorie de l'imprévision? C'est décrit depuis maintenant fort longtemps, puisque en marché public, l'origine est une jurisprudence très ancienne du Conseil d'État de 1916, Compagnie Générale d'Éclairage de Bordeaux, donc c'est pas très nouveau, on est bien d'accord. Et c'est repris à l'article L6, troisièmement du Code de la commande publique, qui définit cela comme étant la survenance d'un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat. Il faut s'entendre l'équilibre économique du contrat, c'est-à-dire en clair, un événement qui va aboutir au fait que l'entreprise qui exécute le marché va voir le marché totalement déséquilibré à son détriment dans des proportions telles que ça ne ressorte pas du risque normal d'un entrepreneur. Voilà, c'est cette théorie de l'imprévision. Aujourd'hui, cette théorie est applicable dans tous les contrats, aussi bien privés que publics. Donc, pour les contrats publics, c'est prévu, comme je viens de vous le dire, à l'article L6, troisièmement, du Code de la commande publique. Pour les marchés privés, l'officialisation, si j'ose dire, de cette théorie est beaucoup plus récente, puisque ça date de l'évolution qui est très importante, qui a concerné ce qu'on appelle le droit général des contrats et qui a été officialisé par l'ordonnance du 10 février 2016 et traduit dans le Code civil, ce que nous examinerons tout à l'heure. Donc, il faut bien comprendre qu'on a d'un côté des prix intangibles, de l'autre côté, une théorie de l'imprévision. Mais la question était de savoir si on pouvait aller au-delà de la théorie de l'imprévision. Et nous abordons le slide suivant, qui est à côté de l'imprévision, y a-t-il d'autres voies possibles? Alors, ça concerne plusieurs domaines qu'il faut assez soigneusement distinguer. D'abord, la notion de révision, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure en détail, et qui est un élément évidemment fondamental, puisque cela veut dire que la question est de savoir si structurellement le prix d'un marché est révisable, sous-entendu automatiquement, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage soit d'accord ou pas. Je vous rappelle qu'il faut le distinguer très soigneusement de l'actualisation, qui n'est pas du tout une révision des prix, mais qui concerne simplement la prise en compte d'un retard dans la mise à exécution d'un marché dû à la maîtrise d'ouvrage, et qui est totalement de droit en marché public, nous sommes bien d'accord. À côté de la révision se trouve la théorie des circonstances exceptionnelles, qui n'est pas de l'imprévision, qui est un événement, comme son nom l'indique, tout à fait exceptionnel et qui va impacter ponctuellement un prix ou des prix spécifiques à l'intérieur d'un marché. Nous verrons tout à l'heure exactement quel est ce mécanisme. Enfin, il faut soigneusement distinguer toutes ces notions de la notion de force majeure. Alors, un tout petit mot sur cette notion, parce que j'ai pu constater en intervenant auprès de maîtres d'ouvrage ou d'entreprises, qu'il y a souvent des contresens juridiques à ce sujet. La force majeure est définie de façon simple. C'est l'impossibilité absolue d'exécuter tout ou partie d'un contrat pour l'entreprise chargée d'exécuter ce marché. Cela veut dire donc que l'entreprise, si elle démontre qu'elle est absolument hors d'état d'exécuter, encore une fois, tout ou partie du marché, a droit de considérer qu'elle est en situation de force majeure. On a rencontré cela, et tout le monde l'a rencontré lors du premier confinement lié à l'épidémie de Covid que tout le monde a bien connu. On a pu rencontrer ces derniers mois aussi des situations de force majeure liées au fait d'une impossibilité totale d'approvisionnement sur tel et tel matériau qui interdisait totalement la poursuite de telle ou telle tâche sur un chantier.
Il peut tout à fait se trouver que l'entreprise puisse faire valoir, dans ce cadre-là, la notion de force majeure. S'il n'y a plus, pour vous donner un exemple que j'ai eu à traiter, de bois de bardage, eh bien, l'entreprise qui est chargée, si le marché est à l'eau, par exemple, du bardage bois, eh bien, ne peut pas opérer sa tâche et peut dire qu'elle est en situation de force majeure. La conséquence de cela est un décalage automatique dans le délai d'exécution. Donc, l'entreprise a droit de voir son délai d'exécution, son planning d'exécution décalé en fonction de cette impossibilité d'approvisionnement, par exemple. Attention, il s'agit bien d'une impossibilité d'approvisionnement et non pas d'une augmentation de coût de l'approvisionnement. Une entreprise qui ne peut s'approvisionner qu'à 2 ou 3 fois le prix prévu au marché sur tel et tel matériau n'est pas en situation de force majeure. On verra qu'elle peut prétendre à être indemnisée, mais elle ne peut pas dire « je suis en force majeure et donc j'arrête le chantier ». Donc c'est une situation tout à fait différente. La force majeure n'est pas un cas de variation des prix. C'est un cas qui permet simplement d'arrêter une tâche ou un chantier et de le reprendre lorsque la force majeure a disparu. Voilà donc bien tout ce qui est à côté de cette notion générale qu'on a vu tout à l'heure de prix ferme et définitif. Voilà les différences qu'on peut mettre en œuvre. Nous allons passer maintenant donc à l'analyse de la mise en œuvre de ces différentes notions dans les marchés publics d'une part, dans les marchés privés d'autre part. Alors, tout d'abord, dans les marchés privés. Ce qu'il faut constater aujourd'hui, et c'est assez nouveau, c'est que les marchés privés, constituent incontestablement pour les entreprises du bâtiment un cadre nettement plus défavorable que les marchés publics pour les entreprises dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité de faire évoluer les prix d'un marché en phase d'exécution. Pourquoi? Parce que toutes les évolutions qui sont intervenues et qui ont été positives, ce que nous allons voir, ne concernent exclusivement que les marchés publics. Nous sommes bien d'accord. Donc, on a bien aujourd'hui un différentiel qui s'accroît très considérablement entre les marchés privés d'un côté et les marchés publics de l'autre. C'est bien pour cela que la Fédération française du bâtiment, d'ailleurs, insiste très fortement auprès des pouvoirs publics pour qu'une loi puisse, à terme, imposer aux maîtres d'ouvrage publics des conditions d'exécution qui se rapprocheraient, entre guillemets, sur ce terrain-là, bien sûr, exclusivement, des conditions d'exécution d'un marché public. Pour l'instant, comme vous le savez, nous n'en sommes pas là du tout, et la question est aujourd'hui entière de savoir comment une entreprise peut faire valoir au prix de maître d'ouvrage privé des conditions se rapprochant des conditions dont elles peuvent bénéficier dans un marché public. Un exemple très très clair, c'est le cas de la révision. Il n'y a rigoureusement aujourd'hui aucune obligation pour un maître d'ouvrage privé de prévoir que dans un marché, les prix soient révisables. Ce qui veut donc dire aujourd'hui de façon extrêmement simple, et cela ne souffre aucune discussion, que si la révision dans un marché privé n'est pas prévue, elle ne se trouve pas être applicable, de façon très claire. Et il n'est pas nécessaire pour cela, d'ailleurs, qu'il y ait une clause de renonciation à la révision. Le simple fait qu'aucune clause ne prévoit la révision et ses conditions d'application, donc, fait tout simplement que la révision n'est pas utilisable dans le cadre du marché en question. Donc, cela veut dire qu'une entreprise ne peut pas solliciter la révision des prix d'un marché privé s'il n'y a pas une clause contractuelle qui le prévoit. Il y a de ce point de vue une différence extrêmement forte avec les marchés publics dont nous allons parler tout à l'heure. Un point qui n'est pas un point de détail, cela peut poser de réelles questions dans le cas des marchés de sous-traitance à l'intérieur d'un marché public.
Vous savez évidemment que les marchés de sous-traitance à l'intérieur d'un marché public sont des marchés privés. Nous sommes bien d'accord. Donc, même si le marché passé par l'entreprise est un marché public, avec un maître d'ouvrage public, et même si le sous-traitant de premier rang est en paiement direct, ça ne change rien à la nature du marché de sous-traitance qui reste bel et bien un marché privé. Cela donc a théoriquement pour conséquence qu'un marché public qui va être révisable, eh bien, n'a pas pour conséquence automatique que le marché de sous-traitance ou les marchés de sous-traitance qui sont passés dans ce cadre et qui sont, eux, des marchés privés, seront automatiquement révisables. En clair, une entreprise peut très bien avoir un marché public révisable et passer des marchés de sous-traitance qui, eux, ne le sont pas. Et le sous-traitant ne pourra pas faire valoir juridiquement le fait que l'entreprise, elle, a un marché révisable. Ce qui est évidemment une source potentielle de conflit. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Alors, je vous signale à ce titre qu'une lettre d'intention a été signée il y a maintenant quelques mois, en juin 2022, si mes souvenirs sont exacts, entre la FFB, EGF et la CAPEB, engageant les entreprises à répercuter les révisions sur le marché et sur leurs sous-traitants. Mais il n'y a à ce jour strictement aucune obligation normative, comme l'on dit, c'est-à-dire d'obligation obligatoire, selon la formule consacrée. Donc c'est une vraie difficulté et on voit bien là toute la différence qui peut exister entre un marché public et un marché privé à l'intérieur de ce qui est fondamentalement une globalité de marché. Voilà donc pour cette notion de révision. Nous allons passer maintenant au point suivant et nous allons constater là encore une très grande différence entre les marchés publics et les marchés privés dans la théorie de l'imprévision. Pourquoi? Parce que la théorie de l'imprévision est bien applicable dans les marchés privés, comme je vous l'ai dit, depuis la révision des contrats de 2016. Mais attention, il y a d'une part très fréquemment dans les marchés privés une clause de renonciation à l'intérieur des marchés. C'est-à-dire qu'une clause contractuelle à l'intérieur du marché prévoit très clairement que l'entreprise renonce à utiliser la théorie de l'imprévision. L'important, et ça a été jugé, était de savoir si cette clause était abusive ou pas. C'est-à-dire, en clair, si le maître d'œuvre et d'ouvrage avait le droit d'imposer à une entreprise, dans la signature du marché, de renoncer à la théorie de l'imprévision. La Cour de cassation a très nettement jugé à ce sujet que cette clause était licite, donc pas abusive. Donc ça veut dire que dans tous les marchés privés où l'entreprise a une clause dans laquelle elle renonce à utiliser la théorie de l'imprévision, eh bien, elle y renonce. Voilà, de façon extrêmement claire et ne peut pas se prévaloir du caractère abusif de cette clause. Si tant est que cette clause ne figure pas, on va donc pouvoir appliquer l'article 1915 du Code civil qui prévoit bien cette théorie de l'imprévision. Mais attention, l'article 1913 du Code civil prévoit qu'en matière de marché forfaitaire, le prix est obligatoirement ferme et définitif. Ce qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, dans des marchés passés à prix forfaitaire, marché privé, l'entreprise ne pourra quasiment jamais évoquer l'imprévision car la justice fait prévaloir, alors je suis désolé, c'est un peu du charabia juridique, l'article 1913 qui est dit article général par rapport au 1915 qui est dit un article particulier. Donc, très fréquemment, chaque fois que vous passez un marché à forfaitaire, si vous allez au contentieux, il est plus que probable que le tribunal ne retiendra pas la possibilité d'utiliser la théorie de l'imprévision. Une seule petite possibilité qui aujourd'hui n'est pas totalement jugée, c'est le cas dans lequel votre marché prévoit l'application claire de la norme NFP 03001 qui, elle, prévoit la théorie de l'imprévision. Mais à ce jour, aucune jurisprudence claire n'est intervenue. Donc, je me résume,
marché forfaitaire, théoriquement, l'article 1913 interdit la théorie de l'imprévision en marché privé, mais vous pouvez invoquer le fait que votre marché vise bien la norme NFP 03001 et dire, eh bien, dans ce cas-là, la norme doit primer sur le 1913, car elle est d'application plus spécifique. À ce jour, la Cour de cassation ne s'est absolument pas prononcée à ce sujet. Voilà. Donc, juridiquement, c'est fondamentalement beaucoup plus difficile d'utiliser la théorie de l'imprévision en marché privé, et c'est en outre, et même si le fondement est retenu, il faut retenir que les tribunaux judiciaires sont beaucoup plus réticents à donner satisfaction sur la théorie de l'imprévision que les tribunaux administratifs. Donc, la prise en compte par les tribunaux judiciaires s'avère, il faut être très clair, fondamentalement très limitée et compliquée. Voilà ce qui en est pour ce qui en est de la théorie de l'imprévision dans les marchés privés. Nous allons poursuivre et nous allons aborder les marchés publics. Et nous allons voir que ce qui caractérise les marchés publics est une évolution très importante et fondamentalement très récente, puisque cette évolution a démarré avec l'avis du Conseil d'État du 15 septembre 2022, qui s'est traduite quasiment immédiatement après par la circulaire qu'on appelle la circulaire Borne du nom de la Première ministre. Donc, nous avons bien une évolution très considérable constituée par cet avis du Conseil d'État. L'avis du Conseil d'État ne vaut pas loi, nous sommes bien d'accord, mais la circulaire, elle, fait passer cet avis dans le droit positif. Et donc, aujourd'hui, la totalité des entreprises peuvent utiliser les circulaires Borne pour faire valoir leurs droits. Quels sont ces droits aujourd'hui dans les marchés publics? Donc, on va distinguer, comme pour les marchés privés, fondamentalement la révision et l'imprévision. En ce qui concerne la révision, la vraie nouveauté est qu'elle est totalement obligatoire dans tous les marchés relevant du Code de la commande publique, défini par l'article R2112-13 et R2112-14 du Code de la commande publique. Donc, la révision est prévue. Ça, c'est clair et c'est affirmé depuis 2018 à peu près. La vraie nouveauté, c'est que l'avis du Conseil d'État a précisé que cette clause de révision était obligatoire. Alors, vous me direz, ça veut dire quoi obligatoire? C'est là la nouveauté de l'avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État transforme cette obligation en obligation obligatoire, si j'ose dire, parce que vous savez qu'en France, nous avons des nuances extrêmement subtiles du caractère obligatoire d'une clause. Il y a obligatoire, oui, mais si elle ne figure pas, qu'est-ce qu'on en fait? La notion n'est pas toujours d'une grande précision. Hein. Nous retrouvons cela dans plusieurs domaines. Hein. Je donne un exemple. Comme vous le savez, les intérêts moratoires sont obligatoires, mais la jurisprudence en a fait une acceptation un peu originale, puisque les intérêts moratoires ne sont obligatoires que si vous les demandez. Donc, la question se posait de savoir si cette obligation était obligatoire. Bien, la réponse du Conseil d'État est oui. Voilà. Ce qui veut donc dire que dans tout marché public, si une clause d'exclusion de révision figure, c'est-à-dire en clair, il est écrit « le présent marché n'est pas révisable », eh bien, cette clause est totalement illicite. Elle est totalement abusive et par voie de conséquence, elle ne trouvera pas à s'appliquer en phase d'exécution. Et si rien n'est indiqué dans le marché, c'est-à-dire si aucune clause ne traite de la révision, ni positivement ni négativement, l'avis du Conseil d'État en déduit que la révision est applicable par défaut, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire. Nous sommes bien d'accord, quelles que soient les clauses contractuelles, y compris si ce que nous appelons, en termes juridiques, nous avons une stipulation contraire, c'est-à-dire en clair, s'il est écrit, j'insiste un tout petit peu, clairement, le présent marché n'est pas révisable. Eh bien, cette clause va être réputée, comme nous disons, entre juristes, non écrite. En clair, si un jour vous devez aller au contentieux sur ce terrain, le juge n'en fera pas application. C'est-à-dire considérera que cette clause n'est pas écrite et que par voie de conséquence, eh bien, il n'y a pas d'exclusion de révision.
ce qui est une profonde évolution. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, tout marché public passé, pardon, ou actuellement en phase d'exécution, c'est-à-dire qui n'a pas fait l'objet d'un DGD, est soumis à révision, quelles que soient les clauses contractuelles intégrées dans ce marché. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais si rien n'est indiqué, on révise comment? Alors, le Conseil d'État, là aussi, a précisé les choses et la circulaire Borne les a reprises, plus ou moins explicitement d'ailleurs. Cela veut dire que, bien évidemment, comme la révision n'est pas expressément prévue, aucun indice n'est expressément prévu. Dans ce cas-là, la révision se fera la plupart du temps sur l'indice général, le BT01, sauf si l'entreprise démontre que son marché est bien spécifique et que donc elle pourra se prévaloir d'un indice sectoriel à partir du moment où elle a bien identifié comme étant typiquement correspondant à cet indice sectoriel comme étant l'essentiel de son marché. Donc, si on est sur un marché global classique, on aura le BT01. Si on est sur un marché à loti et que vous avez le marché charpente bois ou charpente métallique, eh bien, par définition, le BT sectoriel pourra s'appliquer. Donc, aujourd'hui, un maître d'ouvrage public n'est plus en situation de répliquer à une entreprise qui demande la révision de son marché que ce marché n'est pas révisable au regard des stipulations contractuelles. Le marché est forcément classiquement révisable. Un dernier mot sur ce problème de révision aujourd'hui encore non tranché, clairement, c'est l'application de cette obligation aux bailleurs sociaux. Alors, ça fait l'objet, vous l'avez peut-être suivi, d'articles effectivement divergents parus dans le Moniteur en particulier et dans d'autres revues. Les thèses se sont affrontées et de façon tout à fait classique, les bailleurs sociaux considèrent que ces articles R21, 12, 13 et suivants ne s'appliquent pas aux bailleurs sociaux et que par voie de conséquence, l'avis du Conseil d'État sur l'interprétation de ces articles ne s'applique pas non plus et continuent à soutenir que pour les bailleurs sociaux, la révision n'est pas obligatoire. Donc en clair, on en serait pour les bailleurs sociaux à l'application de ce qui prévaut dans les marchés privés. La direction des affaires juridiques du ministère de l'économie s'est prononcée très clairement à ce sujet en disant que pas du tout. La révision obligatoire s'appliquait absolument à tous les marchés soumis globalement au Code de la commande publique. Et comme vous le savez aujourd'hui, tous les marchés passés par les bailleurs sociaux sont des marchés publics au sens où ils sont soumis au Code de la commande publique. Alors, sont-ils soumis à l'intégralité du Code de la commande publique? C'est un très vaste sujet. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est un vrai débat. Et ce qui fait que d'assez nombreuses entreprises se trouvent face à des refus des bailleurs sociaux d'intégrer des clauses de révision dans les marchés qui sont en cours de passation et d'appliquer des clauses de révision dans les marchés qui sont en cours d'exécution. Donc, incontestablement, c'est une situation qui est aujourd'hui non clairement décomptée et qui ne se trouvera à être décomptée que avec une décision attendue des juridictions administratives, dans la mesure où, incontestablement, c'est un problème d'interprétation des deux articles que je vous ai cités tout à l'heure, le 2112-13 et le 2112-14, et qu'il y a dans ce domaine des interprétations divergentes de la doctrine pour l'instant. Voilà, donc là-dessus, nous sommes en attente d'une décision claire, et je vous rappelle que l'avis de la direction des affaires juridiques n'a pas de valeur légale, nous sommes bien d'accord, donc elle n'a pas force de règlement ou de loi, et par voie de conséquence, elle ne s'impose pas en tant que telle aux bailleurs sociaux. Nous avons terminé la révision, nous allons aborder maintenant l'imprévision dans les marchés publics. Alors, l'imprévision dans les marchés publics est, je vous l'ai dit tout à l'heure, une notion extrêmement ancienne, nous sommes bien d'accord, remontant à la jurisprudence de 1916, donc ça, ce n'est pas une nouveauté. Le juge administratif a l'habitude d'appliquer la théorie de l'imprévision.
Ce qu'il faut retenir de, encore une fois, l'avis du Conseil d'État et la circulaire Borne, c'est qu'il est bien précisé qu'aujourd'hui, l'imprévision est d'application strictement obligatoire dans les marchés publics, là encore, et que donc, si jamais vous avez un marché public dans lequel figure une clause contractuelle qui prévoit une exclusion de la théorie de l'imprévision, c'est-à-dire en clair une clause par laquelle une entreprise renoncerait à faire valoir la théorie de l'imprévision, éventuellement en cours d'exécution. Cette clause est totalement abusive, réputée non écrite et n'interdira donc pas du tout à l'entreprise de faire valoir ses droits à imprévision. Donc, j'insiste bien sur ce point parce que j'ai eu d'assez nombreuses questions ces derniers mois. Si jamais vous êtes une entreprise avec un marché dans lequel figurent ces clauses d'exclusion, votre démarche consiste bien à demander à votre maître d'ouvrage l'application de la théorie de l'imprévision. Ce dernier vraisemblablement va vous répliquer que, écoutez, non, parce que dans votre marché figure une clause par laquelle vous avez renoncé à bénéficier de la théorie de l'imprévision. Vous ferez savoir que vous ne contestez pas du tout que cette clause figure, mais qu'elle est absolument abusive, donc elle ne trouve pas à s'appliquer, donc vous maintenez bien votre demande de bénéficier de la théorie de l'imprévision, et vous verrez que normalement, le maître d'ouvrage conviendra, après un délai plus ou moins long, on est bien d'accord, puisqu'en général, il n'accepte pas votre argumentation totalement et immédiatement, mais finira par convenir que, effectivement, juridiquement, vous avez raison. Dans le cas où il y a un maintien ferme d'un désaccord, eh bien, comme vous le savez, malheureusement, vous n'avez pas d'autre solution que d'engager un contentieux. De ce que j'ai vu aujourd'hui, la menace d'engager un contentieux a suffi, dans tous les cas que j'ai eu à traiter, à faire changer d'avis le maître d'ouvrage, lequel sait pertinemment bien qu'il aura automatiquement tort au niveau du contentieux. Donc là-dessus, il faut parfois, c'est vrai, aller jusqu'à la menace de faire valoir vos droits devant un tribunal, ce qui suffit en général donc à faire changer d'avis votre interlocuteur. Ça veut donc bien dire que vous pouvez invoquer la clause d'imprévision à tout moment jusqu'à votre présentation d'un décompte final. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez présenté un décompte final, vous n'avez plus le droit d'invoquer la théorie de l'imprévision. Donc c'est un point important, il faut le prévoir et le chiffrer au moment du décompte final. Voilà pour le principe de la théorie de l'imprévision. Continuons maintenant à examiner les conditions de mise en œuvre de la théorie de l'imprévision. Alors, quelles sont les conditions? C'est un des cas dans lequel vous avez une procédure à peu près clairement détaillée dans la circulaire Borne, qui d'ailleurs n'est pas très nouvelle dans le domaine, puisqu'elle ne fait en gros que reprendre les fondements et les modalités de la circulaire fort ancienne, puisqu'elle date de 1974. Il n'y a sur ce côté quasiment aucune nouveauté, simplement la réaffirmation du caractère clairement encadré de cette procédure. Je vous rappelle que pour bénéficier, pour faire valoir la théorie de l'imprévision, il y a un point de départ fondamental qui est de démontrer que les surcoûts divers et variés que vous avez supportés doivent dépasser 7% de votre marché global, c'est-à-dire de l'ensemble de votre marché. Nous sommes bien d'accord. J'insiste bien, l'ensemble de votre marché. Donc, plus vous avez un marché global, et plus il sera difficile d'atteindre les 7% d'un marché si vous avez une évolution de prix concernant tel ou tel matériau bien spécifique. Pour faire très clair, vous avez un marché en entreprise générale, eh bien vous aurez plus de mal à atteindre 7%, avec une implication, par exemple, évolution du prix du bois ou du fer, alors même que, sauf si vous aviez un marché charpent de bois, c'est totalement évident. Donc c'est bien 7% du marché global, et c'est à vous de le démontrer. Et pour le démontrer, vous devez apporter toutes les preuves extrêmement précises, toutes les factures,
tous les devis, et en particulier au niveau contentieux. Alors, au niveau amiable, vous pouvez toujours essayer de vous entendre avec le maître d'ouvrage, mais au niveau du contentieux, aucun raisonnement basé sur une évolution d'indice n'est actuellement accepté. Donc, vous ne pouvez pas dire, voilà, j'ai signé le marché à telle date, j'ai dû m'approvisionner à telle date, l'indice a évolué de temps, donc j'ai subi un préjudice de temps. Il faut bien avoir des devis et des factures. Il faut que vous ayez des preuves matérielles, tangibles, de ces différentiels de coûts que vous avez subis. Donc, c'est un point aujourd'hui fondamental. De nombreuses demandes sur la théorie de l'imprévision sont rejetées, c'est-à-dire n'aboutissent pas ni au niveau amiable, ni évidemment au niveau contentieux, à cause de l'imprécision des preuves apportées par les entreprises tenant à cette évolution des coûts. Tous les coûts sont possibles, toutes les évolutions de coûts peuvent être prises en compte à condition qu'elles soient prouvées, c'est-à-dire établies par des preuves tangibles et normalement non contestables sur la formule contestée. Donc, c'est un point très important. Au moins 7% du marché global, dûment prouvé selon la formule. Et deuxième règle de mise en œuvre, c'est que cette indemnisation va être au moins à hauteur de 80%. Donc, il n'y a pas obligation pour le maître d'ouvrage public d'indemniser la totalité des surcoûts une fois que vous aurez franchi ce seuil des 7%. Rien ne lui interdit d'indemniser à 100%, mais la règle est l'obligation d'indemniser à au moins hauteur de 80%. Voilà à l'heure actuelle quelles sont les règles fondamentales de la mise en œuvre de la théorie de l'imprévision. Je démonte mes évolutions de coûts, 7% et au moins 80%. Un mot maintenant sur les circonstances exceptionnelles qui sont d'application exceptionnelle, comme leur nom l'indique, voilà, et qui est l'application de l'article R2194-5 du Code de la commande publique, est un article récent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les marchés publics, il y a une possibilité confirmée par l'avis du Conseil d'État, c'était l'un des points très importants de cet avis du 15 septembre 2022, de définir des prix nouveaux à l'intérieur d'un marché par voie d'avenant, lorsque des circonstances surviennent et qui sont des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous allez subir sur un prix donné des évolutions de prix absolument anormales à l'intérieur des évolutions cycliques d'un marché et que vous ne pouviez en aucun cas envisager au moment de la remise de l'offre. Voilà exactement ce que cela veut dire. Cette évolution possible ne concerne pas donc le montant global d'un marché, contrairement à l'imprévision ou à la révision, mais va concerner tel ou tel prix à l'intérieur du marché. Et cela est possible sans notion de seuil par rapport au montant global du marché. Donc. Et c'est particulièrement important, et je le vois dans les différentes questions qu'on m'a posées ces derniers mois, lorsque l'entreprise reçoit un ordre de service avec des travaux supplémentaires, par exemple, qui vont exiger de sa part des commandes supplémentaires de matériaux pour lesquels il y a un prix marché. La tendance assez fréquente des maîtres d'ouvrage est de dire, attendez, j'ai eu un cas très récemment, devoir commander 200 tonnes de pales planches en plus. Eh bien, vous les commandez, très bien, mais il y a un prix pale planche, tonne pale planche qui est prévu au marché, donc vous appliquez ce prix du marché. Et là, l'entreprise a le droit de dire, ah ben non, pas du tout, parce que entre la passation du marché et votre ordre de service, la pale planche a pris, en l'occurrence, il y avait un peu plus de 40 et quelques % d'augmentation. Donc, on est bien dans l'article 2194-5 du Code des commandes publiques. On est bien en circonstances exceptionnelles. Je n'ai pas à subir, moi, une telle perte de productivité dans mon marché. Donc, j'exige que vous m'accordiez un prix nouveau sur cette base-là par voie d'avenant. Et c'est tout à fait légal. Donc, sur ce terrain, puisque l'OS est exécutoire, comme vous le savez,
et que donc vous devez commander les dites pales planches, vous aurez le droit de bénéficier d'un prix nouveau au titre des circonstances exceptionnelles. Et c'est un point important aujourd'hui pour les entreprises de bien savoir sur quelle base juridique il s'agit de se positionner. C'est bien la théorie des circonstances exceptionnelles que vous allez mettre en œuvre ici, ce n'est pas l'imprévision. Hein. On n'est pas dans les circonstances de l'imprévision au sens où on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de référence au marché global, on est sur une toute autre notion qui est une notion de variation de prix à l'intérieur du marché. Voilà ce que sont les circonstances exceptionnelles, lesquelles, une dernière précision, ne s'appliquent pas de droit au marché privé, puisque, par définition, cet article ne se trouve que dans le Code de la commande publique. Alors, rien n'interdit d'essayer de le faire jouer au niveau des marchés privés. C'est manifestement beaucoup plus compliqué également sur ce terrain. Voilà pour les circonstances exceptionnelles. Un dernier mot peut-être, parce que je vois que le temps tourne et qu'on va arriver relativement rapidement au temps des questions, si tant est qu'il y en ait. Je vous rappelle un point important, une entreprise a parfaitement le droit de combiner ces différentes procédures. En clair, vous avez tout à fait le droit d'entamer des demandes auprès de votre maître d'ouvrage, qu'il soit public ou privé, sur plusieurs bases juridiques. Vous pouvez très bien cumuler la révision et l'imprévision et les circonstances exceptionnelles, par exemple. Bien évidemment, ça va de soi, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, ça m'a été posé comme question relativement souvent. Évidemment, l'indemnisation totale à laquelle vous avez droit ne saurait dépasser le préjudice réellement subi. On est bien d'accord là-dessus. Mais il y a bien la possibilité de demander sur différentes bases. Un dernier mot sur ces différentes bases, et ça nous amène aux premières lignes de ce slide. Il faut très précisément définir le fondement juridique de cette demande. Ce que je constate dans d'assez nombreuses demandes faites auprès de maîtres d'ouvrage, c'est l'imprécision de la base juridique sur laquelle vous faites votre demande. Vous avez trop souvent tendance à vous contenter, c'est pas péjoratif du tout, hein, mais d'une demande technique. C'est-à-dire, voilà ce que j'ai subi, en clair, voilà ce que je demande. Alors, évidemment, c'est fondamental, nous sommes tout à fait d'accord, mais il faut passer aujourd'hui, que ce soit en marché privé ou en marché public, par la définition juridique de la base sur laquelle vous la demandez. C'est-à-dire clairement dire, je suis sur la théorie de l'imprévision, je suis sur la révision, je suis sur les circonstances exceptionnelles, et voilà pourquoi. Si vous ne le faites pas, vous aurez de plus en plus fréquemment une opposition qui va constater que votre définition juridique de la demande manque en fait et en droit, comme l'on dit, et donc vous risquez d'avoir une fin de non-recevoir. Et si un jour vous devez aller au niveau des contentieux, la question ne se posera même pas. Vous serez automatiquement débouté si vous n'apportez pas la preuve claire que vous vous trouvez juridiquement dans telle ou telle case. Ce sont des systèmes de cases. Alors même si, comme je viens de vous le dire, ces cases sont cumulables, elles sont clairement identifiables l'une par rapport à l'autre et vous devez absolument pas tout mélanger. Voilà, il faut spécifier ce que vous demandez à tel titre, ce que vous demandez à tel autre titre. Mais encore une fois, vous avez tout à fait le droit de demander et de la révision et de l'imprévision, par exemple. Tout à fait. Deuxième préconisation, apporter vraiment toutes les preuves non contestables pour évaluer la réalité de ces augmentations et le préjudice subi. Je vous en ai parlé, bien sûr. Et enfin, éviter tout raisonnement purement indiciel. Je rencontre très fréquemment ce genre d'erreur. Et la plupart du temps, ça aboutit à un rejet dès la phase amiable, c'est-à-dire dès l'analyse par le maître d'ouvrage. Donc, ce sont des préconisations de structuration juridique et technique de votre demande. La demande n'est pas simplement « voilà un préjudice que j'ai subi et voilà le chiffrage ». Il faut être beaucoup plus strict que cela dans la précision des arguments que vous allez devoir invoquer. Voilà pour les préconisations qu'on pourrait vous donner, modestement, bien évidemment.
Eh bien, écoutez, j'ai terminé mon propos. Je ne sais pas, Sandrine, s'il y a des questions. Oui, tout à fait. Merci, Jacques. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Alors, je vais vous les poser de façon chronologique. La première question qui vous avait été posée, c'était de savoir si l'illégalité des clauses d'exclusion de la révision s'appliquait également au marché public passé antérieurement à la circulaire Borne. Alors, c'est une très bonne question. Je n'ai pas pu évoquer tous les aspects, nous sommes bien d'accord. Dans l'état actuel, la circulaire Borne n'en fait pas état expressément, mais très clairement aujourd'hui, on peut considérer que l'illégalité des clauses d'exclusion de la clause de révision dans les marchés publics s'applique à tous les marchés passés avant ou après la circulaire Borne, à condition qu'ils ne soient pas définitivement exécutés sur la formule, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu de DGD. Pourquoi ? Parce que l'obligation de la clause de révision ne découle pas de la circulaire Borne, mais des articles dont je vous ai parlé du code qui existaient avant la circulaire Borne. Donc, il ne s'agit que d'une interprétation et non pas d'un droit nouveau. Donc oui, on peut tout à fait faire valoir la circulaire Borne pour des marchés passés antérieurement à la circulaire Borne, mais attention, pas après votre décompte final, nous sommes bien d'accord là-dessus. Voilà. Merci Jacques. Deuxième question. Quel recours aurait-on contre un maître d'ouvrage qui refuse de mettre en place la révision? Alors, dans un marché privé, il n'y en a pas, nous sommes bien d'accord là-dessus, sauf si la clause le prévoit. Dans un marché public, eh bien, il faut engager des discussions à l'amiable, exiger l'application de la clause de révision par courrier recommandé, mail, etc., etc., avoir une traçabilité de votre demande, l'inclure dans le décompte final, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et si au niveau du DGD, le maître d'ouvrage refuse, vous n'avez malheureusement pas d'autre voie que la voie contentieuse, nous sommes bien d'accord. Il n'y a malheureusement pas d'autre moyen de forcer un maître d'ouvrage à s'exécuter que d'aller le contraindre par voie juridictionnelle, nous sommes bien d'accord là-dessus. Alors aujourd'hui, bien sûr, vous pouvez saisir le médiateur des entreprises et toutes les formes de médiation qui puissent exister pour mettre en avant le comportement inadmissible de tel ou tel maître d'ouvrage. C'est vrai. Et la plupart du temps, ça suffira tout à fait. Mais au fond du fond, si j'ose dire, bah, il faudra envisager d'aller au niveau du contentieux, ou tout au moins menacer votre maître d'ouvrage d'y aller. Voilà. Merci Jacques. Troisième question. Est-ce que des acteurs tels que Aéroports de Paris, la SNCF ou encore la RATP doivent intégrer des clauses de variation des prix et prévoir une avance? Alors, dans l'état actuel des choses, c'est aussi l'objet de vastes discussions parce que tous ces opérateurs, tous ces maîtres d'ouvrage dont vous venez de citer les noms, passent des marchés publics, on est bien d'accord. Mais ils passent tous des marchés publics pas complètement soumis dans leur totalité au code de la commande publique. Donc, nous retrouvons pour certains d'entre eux des discussions assez byzantine, à peu près comparable à celle que j'ai évoquée par rapport aux bailleurs sociaux. Mais la réponse globale à la question qui est posée est oui, nous sommes bien d'accord. Ces maîtres d'ouvrage sont bien soumis au code de la commande publique, avec y compris les articles d'exécution, qui se trouvent des articles précédés du R, vous savez. Voilà, oui, tout à fait. Alors, autre question pratique, à quel endroit de la circulaire Borne est-il fait mention des 7% dont vous parliez, Jacques? Alors, la circulaire Borne renvoie sur tout cela à la circulaire 1974 qui prévoit les 7% en question. Et aujourd'hui, les 7% sont jurisprudentiels, c'est-à-dire ils ont été inclus par la jurisprudence comme étant la norme opérationnelle de mise en œuvre de la théorie de l'imprévision. Voilà. Alors, c'est un seuil purement décrété, si j'ose dire. Hein. Mais voilà, c'est comme cela. Et la circulaire y fait allusion par les références qu'elle fait aux circulaires précédentes. Voilà. Merci, Jacques. Question suivante. Le prix nouveau dans le cadre des circonstances exceptionnelles est-il révisable et dans quelles conditions? Alors, le prix nouveau est normalement révisable exactement dans les mêmes conditions que le marché global. Et alors, dans quelles conditions? Je vois entre parenthèses, moi, 0 Pardon, pour la question. il y a
Je disais, il y a une précision qui peut-être vous dira quelque chose, Jacques. On vous demande aussi dans quelles conditions, avec entre parenthèses la précision mois 0. Mois, M-O-I-S, le mois. Ah oui, d'accord. Ah oui, 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 je vois ce que vous voulez dire. Donc, il est révisable, on est tout à fait d'accord, dans les mêmes conditions d'application du mois d'origine que ce que vous trouvez normalement dans votre clause contractuelle. Voilà. Donc, évidemment, il est révisable à compter de, c'est-à-dire lorsque le prix est devenu effectif à l'intérieur du marché. Merci. Question suivante. Quid de l'application de la révision sur les TS confirmée par ordre de service? La révision s'applique-t-elle tacitement, explicitement et si oui, sur quel mois et Ah, ou indice c'est de la même référence? question que la question précédente, à peu près, oui. Elle s'applique tacitement, même si rien n'est prévu, tout à fait. Et même réponse que pour la question précédente sur le mois d'application. Merci. Alors, je passe à la question suivante. Dans le cadre d'un marché à tranches, la théorie des circonstances pardon, exceptionnelles peut-elle être invoquée pour revoir les PU et le prix global d'une tranche en plus de la révision prévue? Alors, théoriquement, la théorie des circonstances exceptionnelles n'est pas destinée à revoir des prix globaux. Donc, normalement, si on a un marché par tranche, vous avez la possibilité, évidemment, de faire appel à la notion de révision, mais aussi à la notion d'imprévision globale si la totalité des prix impacte une tranche future. Vous pouvez essayer les circonstances exceptionnelles. Il n'y a pas de jurisprudence à ce sujet, mais les circonstances exceptionnelles est une notion nouvelle d'application et rien ne vous interdit d'essayer de l'avoir appliquée. Mais vous n'aurez pas à votre appui une jurisprudence à ce jour établie. Non, on est en attente de très nombreuses jurisprudences sur les circonstances exceptionnelles qui vont préciser, et ça répond à la question que Sandrine, tu me poses, la portée de cette notion. Voilà, donc je suis désolé d'avoir une réponse d'attente. À mon avis, oui, mais ce n'est que mon avis. Voilà. Alors, avant-dernière question, la révision est-elle obligatoire pour les marchés privés de la commande publique, c'est-à-dire ceux qui sont soumis aux règles de la commande publique pour la procédure de passation uniquement? Alors ça, c'est la question que j'ai évoquée tout à l'heure pour les bailleurs sociaux, nous sommes bien d'accord, et de façon générale, vous avez raison, pour ceux qui ne sont soumis que à la procédure de passation. Alors, pour les marchés clairement identifiés comme exclusivement soumis à la procédure de passation, donc non soumis au Code des marchés publics, phase exé, la réponse semble plutôt être non, mais nous n'avons aucune, là non plus, indication précise sur le terrain jurisprudentiel. Certains soutiennent que la révision fait partie de la passation, c'est-à-dire l'inclusion, l'obligation de révision fait partie de la passation, et que par voie de conséquence, ça doit être considéré comme inclus. Là encore, je suis navré de vous renvoyer à des jurisprudences à venir, mais ça n'est absolument pas clair aujourd'hui. Rien ne vous interdit de le faire valoir et d'essayer de le faire valoir, nous sommes bien d'accord. Mais incontestablement, le maître d'ouvrage pourra se retrancher derrière une véritable imprécision aujourd'hui des textes et de la jurisprudence. Voilà. Alors, j'ai encore 2 questions, Jacques. Allons-y. Celle-ci est un peu longue. N'hésitez pas à me couper si, vous avez besoin que ce soit répété. Alors, vaut-il mieux entendre trouver un accord avec un sous-traitant marché privé non révisable, souhaitant réclamer, compte tenu des problèmes de coût des matières, de travailler avec lui, à l'appui d'une prise en charge de révision de son marché sur les indices INSEE? Ou bien vaut-il mieux l'orienter vers une justification, par des factures et des devis, qui est forcément compliqué parce qu'il est difficile pour lui de pouvoir présenter des factures de matériel à date initiale de contrat, lui ayant permis de bâtir son offre comme élément comparatif? Ah, je crois qu'il vaut beaucoup mieux aujourd'hui que vous acceptiez sur les marchés de sous-traitance que vous passez à l'intérieur d'un marché public, par exemple, ou d'un marché privé d'ailleurs, d'accepter des révisions provenant de vos sous-traitants. Alors, c'est particulièrement le cas quand vous êtes en marché public et que vous bénéficiez d'une révision et que le sous-traitant, comme il est en marché privé avec un marché non révisable, n'en bénéficiera pas. Incontestablement aujourd'hui, vous éviterez de très nombreuses difficultés, nous sommes bien d'accord.
Ce que vous évoquez, par ailleurs, la théorie des circonstances exceptionnelles est effectivement compliquée à mettre en œuvre pour un sous-traitant qui va avoir du mal à avoir une traçabilité précise de l'évolution des coûts de ces matériaux. Mais ça ne lui est pas interdit, bien évidemment. Et on voit apparaître aujourd'hui ce genre de demande de la part de sous-traitants, vous avez tout à fait raison, avec une vraie difficulté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la théorie des circonstances exceptionnelles est à utiliser et à manier de façon est compliquée à manier dans les marchés privés, parce qu'il n'y a pas de texte précis en la matière applicable au marché privé. Voilà. Alors, nous avons une dernière question écrite. Je vois une personne qui souhaite après parler. Nous allons l'autoriser, puis après, nous allons refermer ce webinaire. Donc, la dernière question écrite. Lorsqu'un maître d'ouvrage prévoit que le coût total de la révision prise en charge ne pourra dépasser en valeur absolue une somme correspondant à 3% du prix total du marché de base, non révisé et non actualisé, la révision s'appliquera-t-elle également à la baisse? Alors, vous voulez dire par là, est-ce que ce montant s'appliquera également à la baisse? La réponse est oui. Tout à fait. Il y a un principe de parallélisme, on est bien d'accord. Alors, à ce sujet, un tout petit point, ça me pose la question que je n'ai pas pu évoquer parce qu'encore une fois, je n'ai pas pu tout évoquer. Les questions sont là pour cela. Qu'en est-il des clauses de révision que l'on rencontre aujourd'hui assez souvent au marché public et qui limitent le pourcentage effectivement d'application de cette clause de révision telle que, Sandrine, tu l'évoques dans la question que tu m'as posée, c'est-à-dire limitée à 3%, par exemple. Alors, c'est une vraie question, c'est-à-dire est-ce que ces clauses de limitation de l'application de la révision sont légales aujourd'hui ou pas? Nous n'en savons rigoureusement rien. Voilà, très clairement. Il y a un contentieux en cours très intéressant puisqu'un marché qui doit se dérouler sur 5 ans prévoit une limitation de l'application de la clause de révision à effectivement 3% du montant global du marché. 3% sur 5 ans, c'est extrêmement peu et la question est de savoir si ça ne porte pas atteinte au principe même de l'obligation d'une clause de révision. À ce jour, ça n'est pas tranché, mais ce seront sûrement de très beaux contentieux dans les années à venir. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Nous en avons fini avec les questions. Il y en a une dernière qui nous a été posée. Je vais y répondre pour vous dire à toutes et tous que oui, vous recevrez bien le PowerPoint de présentation. Nous vous l'enverrons à l'issue de ce webinaire. Ce webinaire est également enregistré, donc vous serez tenus au courant lorsque nous mettrons en ligne, enfin en tout cas lorsque nous vous proposerons de télécharger le webinaire qui a été donc filmé, si vous souhaitez le réécouter ou si vous souhaitez le partager avec d'autres qui n'auraient pas pu suivre cette présentation. Encore une fois, merci Jacques pour vos explications extrêmement De claires et rien. limpides sur ce sujet qui n'en est pas moins quand même assez complexe. J'espère qu'on a répondu à vos questionnements à toutes et tous et puis nous vous donnons rendez-vous à une prochaine date pour un sujet que traitera Jacques sur d'autres problématiques de la commande Très publique ou des volontiers. marchés privés. Merci Merci à beaucoup tous. et merci pour votre attention. Au revoir. Au revoir à tous.